Brève de semences, le podcast du réseau Semences Paysannes. Depuis 2003, le RSP met en lien des collectifs de paysannes et paysans, jardinières et jardiniers, et autres praticiennes et praticiens des semences autour des enjeux de biodiversité cultivée et d'autonomie. En 2023, le réseau Semences Paysannes a célébré ses 20 ans. Ses membres se sont réunis pendant 3 jours pour fêter 2 décennies de défense et de diffusion des semences paysannes. Un des temps forts de cet anniversaire a été la table ronde que vous allez entendre dans ce podcast. Elle reprend, autour de 5 moments clés, l'aventure humaine qui a été et qui est le réseau Semences Paysannes. Alors vous entendrez que comme on a enregistré cette table ronde en live, parfois la qualité de son est un peu inégale, parfois il y a un peu aussi du bruit qui couvre les paroles des intervenants et intervenantes, mais on a fait tout notre possible pour que votre écoute soit quand même agréable. Bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de retranscription de la table ronde des 20 ans du réseau Semences Paysannes. Alors ce dernier épisode rassemble les moments 4 et 5 de la table ronde parce que ces 2 moments ont été mixés dans le discours des intervenants et intervenantes. Et donc ces 2 moments sont la période de questionnement autour de la valorisation des produits issus de semences paysannes et la période la plus récente de la vie du réseau, qui est sa réorientation stratégique et le changement de gouvernance du réseau. On va continuer sur la dernière séquence, donc qui va à peu près de 2017 à nos jours, donc l'histoire récente du réseau Semences Paysannes. Donc je vous rappelle le principe, il y aura à peu près 4 témoignages de 5 minutes sur cette belle période que nous avons vécue. Et il y a toujours 2 chaises de libre, donc en fin de témoignage, si quelqu'un veut compléter, rajouter, vous pouvez venir vous asseoir au milieu. Donc on va commencer par cette séquence qui débute en 2017. En 2017, c'est la période où il y a eu des tentatives de reconnaissance plutôt économique des semences paysannes. On a parlé un peu de la reconnaissance politique et juridique, et là il y avait un projet qui s'est développé fortement en 2017, qui était l'idée de faire une marque commerciale sur les produits issus de semences paysannes, dans le but de valoriser le travail de certains paysans sur leurs variétés. Voilà, ça a mené beaucoup de débats au sein du réseau et une histoire assez mouvementée qu'il convient de rappeler. Donc je vais passer la parole à Patrick qui va nous faire un topo rapide sur cette affaire-là, ce qu'il a vécu. J'ai essayé de suivre ta ligne de conduite. Donc moi c'est Patrick de Cocheco. Moi je viens aux semences paysannes parce qu'on trouve en 96 des OGM sur ma ferme, sur ma première culture de soja. Je me suis installé 1 an avant. Et donc ça m'a fait assez vite comprendre qu'il y avait un petit problème et qu'il fallait peut-être s'intéresser à être un peu plus autonome sur la semence. Et je viens au réseau pour... en 2008, parce que Jean-François, qui est mon voisin, est venu me chercher pour me demander si je pouvais lui filer un coup de main pour organiser de belles rencontres qui ont eu lieu en 2009 sur sa ferme. Donc, les rencontres qui avaient été appelées Rénabio. Et voilà, du coup, après, j'ai mis le petit doigt dedans et après, j'ai mis le corps entier. Et donc, j'aurais préféré vous parler de Rénabio. Ça m'a pas été proposé, puisque pour l'instant j'ai entendu que du bon, et maintenant je vais vous parler de trucs qui sont pas forcément hyper bons. En tout cas, voilà, donc ce processus de marque, qui, on peut le dire, m'a emmerdé du premier au dernier jour au réseau, pendant que j'ai bossé, et qui était donc effectivement, je pense, une demande ancienne d'un groupe particulier, donc des gens de Colcose et de Biobraise, qui sont un peu liés tous les deux, en Bretagne, qui sont des gros légumiers, et qui donc ne peuvent pas écluser toute leur production localement, et donc qui ont besoin de vendre plus loin, qui ont été rejoints un peu après par une autre structure de légumiers peut-être encore plus gros, qui est BioLoire Océan, et qui est donc eux aussi étaient intéressés par avoir un signe d'identification pour des filières plus longues. Donc je pense qu'ils ont compris assez vite quand ils ont rejoint le réseau assez tôt. Je ne sais pas, Hélène pourra nous dire quand est-ce qu'ils étaient là, mais je me rappelle d'une discussion qu'on a eue avec Hélène quand, du coup, moi je l'ai remplacée quand elle est partie, et qui me disait qu'elle était désolée que justement Colcose avait un peu quitté le réseau. Moi je les ai pas connus ni en 2008 ni en 2009, ils venaient pas aux AG,
participaient pas à tout ça. Je pense qu'ils avaient vite compris qu'en fait, il n'y avait pas forcément l'énergie ou la volonté collective de faire émerger une marque, parce que je pense qu'ils venaient aussi au réseau principalement pour ça. Donc ça restait un peu en dormance, et donc moi je me suis essayé de m'employer quand même à essayer de les faire revenir un peu à la table. Et puis il y a eu cette loi en 2011, là, cette loi COV dont on a parlé tout à l'heure, qui a un peu affolé tout le monde, et on s'est dit peut-être que l'une des manières de se défendre, c'est de se faire reconnaître commercialement, et notamment par un signe d'identification. Et ça a été abordé en 2011, je crois que c'était l'AG de Colmar. Il y a eu un débat là-dessus, et c'était directement un débat tendu, parce que voilà, il y avait des gens qui étaient demandeurs et qui voulaient absolument, arriver à essayer d'avoir un signe d'identification, une marque, un label, et puis beaucoup d'autres gens qui n'étaient pas forcément favorables, et d'autres qui étaient carrément hostiles à cette procédure, enfin à cette expérience. Donc ce qu'on a dit, on a toujours essayé de garder le plus possible tout le monde autour de la table pour éviter qu'il y ait des exclus et que tout le monde trouve un peu ce qu'il est venu chercher au réseau. On a décidé déjà que la première chose à faire si on voulait faire un signe d'identification, c'est déjà d'arriver à définir ce qu'est une semence paysanne. Et c'est pas été si simple que ça, donc ça nous a pris 2 ans. Et pour arriver à l'âge des 10 ans, il y a 10 ans, donc en 2013 ici à Aiguillon, dans le 47, où on s'est mis d'accord sur une définition des semences paysannes qui a peu évolué après, que je ne vais pas vous dire ici, je la connais pas par cœur, elle est assez, disons, imbuvable. C'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc à partir de là, il y a eu discussion à savoir qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on fait émerger cette marque ou pas. Il n'y a pas vraiment il n'y avait pas, disons, un groupe fort de producteurs qui étaient demandeurs, de collectifs du réseau qui étaient demandeurs. Personne n'était demandeur au niveau de l'équipe salariée, c'est clair. Et du coup, ça m'est un petit peu tombé dessus, et j'ai essayé d'avancer un peu là-dessus, un peu à reculons, à vrai dire. Donc ça a pris quand même un certain temps, et on a quand même fini par décider une AG 2016, je pense, à Lille, janvier 2016, c'était l'AG 2015, qui s'est fait en janvier 2016. Et qui était concomitante au départ du père fondateur du réseau en retraite. Et cet AG a validé le fait de lancer une expérimentation plutôt que balancer tout de suite une marque sur le circuit. On s'est dit on va faire une expérimentation avec les 2 groupes qui sont demandeurs, c'est-à-dire avec Colcause, APFLBB, BioBraise, je mets un peu tout le paquet finistérien dans le lot, et l'autre groupe, donc BioLoire Océan. Donc on a fait plein de réunions avec pas mal de gens qui sont impliqués dans le réseau pour essayer de faire émerger un cahier des charges. Donc c'est pareil, un véritable cauchemar. Arriver à faire un cahier des charges sur les semences paysannes, on en venait à des questions assez incroyables. Savoir si quand on greffe une tomate, derrière on va récupérer une semence paysanne, etc. Donc des heures de discussion sur tout un tas de trucs. Et finalement, je la fais courte, on a quand même ébauché un premier cahier des charges potagère. Et on a mis en place on a décidé que cette première expérimentation lancerait les premiers légumes identifiés issus de semences paysannes. Alors le terme c'était semences paysannes en réseau, avec un logo qui avait été choisi, et que ça serait donc les premiers légumes bretons et de BioLoire Océan à aller sortir au printemps 2017. Sauf que entre-temps, il y a eu une tentative d'OPA sur le réseau par Carrefour. Le groupe Carrefour qui a envoyé une agence de pub, Publicis, Marcel W, qui faisait partie du groupe Publicis, qui est venu un peu faire la taupe dans le réseau, dans différents groupes du réseau, et en Bretagne, mais pas que. À la Maison des Semences, on avait eu un retour de la Maison des Semences de la Loire, avec Martine à l'époque, et donc ils faisaient un peu les fêtes comme ça, et ils prenaient des infos, et puis en fait ils ont construit une campagne publicitaire avec le mot semence paysanne, mais sans vraiment consulter qui que ce soit au niveau du réseau, au niveau national, mais avec quand même la collaboration plus ou moins active de certains acteurs de Bretagne. Et donc on a à un moment appris qu'il fallait le directeur l'un des directeurs de Carrefour, qui était quelqu'un qui était assez connu dans le milieu de la bio, qui était passé par Ecocert, etc., qui s'appelle Philippe Bernard,
qui, au passage, est aujourd'hui directeur des achats chez Biocop, et donc qui a fait une réunion avec des gens de BioBraise, René, Colcause, etc. Et là, officiellement, ils ont demandé à rencontrer le conseil d'administration du réseau, qui a, comme un seul homme, refusé de le recevoir. Et donc, là, le conflit, en fait, a commencé. Il y a eu une information qui a été donnée à Carrefour qui avait manqué cette information, c'est que le réseau avait quand même pris quelques précautions de protéger certains termes, notamment semences paysannes. Et du coup, leur campagne, elle n'a pas pu se faire parce que le terme était protégé. Ils ont préféré ne pas la faire. Donc on n'a plus trop entendu quoi que ce soit pendant quelques mois pour que finalement ils ressortent en septembre 2017 avec une nouvelle campagne qui s'est appelée Le Marché Interdit et qui, avec un tas de campagnes médiatiques, un battage énorme et pas mal de sous qui ont été proposés à Colcause, à l'association Colcause, et des engagements commerciaux qui ont été pris avec les producteurs de BioBraise. Je pense qu'aujourd'hui, ça a fait flop. Je pense que l'expérience s'est arrêtée. Mais en tout cas, le résultat chez nous, c'est que avant même de sortir le logo, il y a un groupe comme Carrefour qui s'intéresse pour occuper une niche de plus. Ça a fait forcément provoquer un tollé au niveau du réseau. Et du coup, fin 2017, c'est fin 2017, je crois qu'on a voté ça. C'était, je ne sais plus où, en Lorraine peut-être, non ? En Lorraine, on a fait l'Alsace, après on a fait la Lorraine. Et après, du coup, l'AG a voté à 39 voix contre 3 l'abandon de ce projet de marque. Et donc, pour l'instant, qui est complètement, j'imagine, toujours enterré. Aïcha nous dira tout à l'heure si on lui a demandé de ressusciter ou pas le truc. Mais en tout cas, à ce jour, voilà. Alors l'idée, c'était que, tout de suite, en fait, on a eu le résultat de ce que allait proposer une marque, c'est-à-dire faire une valorisation sur très peu de personnes, pour un profit aussi de très peu de personnes, pour qu'un groupe qui a toujours, en fait, par ses pratiques, enlevé toute diversité dans les végétaux, où il faut toujours les mêmes tomates pour jouer à la pétanque du 1er janvier au 31 décembre, et qui vient se poser comme les premiers défenseurs de la biodiversité cultivée et des semences paysannes, et malheureusement avec le soutien actif du père fondateur du réseau, et qui a emmené avec lui, il faut le dire, la Confédération paysanne, et qui a créé quand même aussi au sein de la Confédération paysanne pas mal de problèmes. Il y avait Alexandre qui était prévu pour intervenir avec moi sur ce sujet-là, pour donner un peu un avis de groupes locaux de la Confédération paysanne qui était totalement en désaccord avec ce qui s'est passé, parce que la campagne de com de Carrefour, qui en fait a eu du bol, parce que c'était concomitant à une loi qui allait sortir au niveau européen, c'était la loi sur le matériel hétérogène, je pense, donc ils se sont dit, c'est parce que Carrefour a fait une campagne de com en septembre que la Commission européenne sort une loi en octobre je raccourcis un peu les délais, mais qui sort une loi quelques mois après, grâce à l'intervention de Carrefour, ce qui est naturellement complètement faux. Et donc ça a naturellement aussi, je pense, provoqué beaucoup de perturbations dans beaucoup de têtes, parce que c'est assez surprenant de défendre l'agriculture paysanne et d'aller faire une campagne de com avec Carrefour de ce côté-là. Merci. Du coup, je vais passer la parole à Aïcha et Christophe, ou Christophe ou Aïcha. Justement, il y a à ce moment-là, en 2017, donc suite à l'abandon de la marque, le réseau a pensé à une alternative au droit de propriété, et puis le droit de propriété qui constitue une marque, et s'est orienté plutôt sur la notion de commun, ou bien commun, on l'appelle un peu comme on veut. Et voilà, c'était pour, si vous pouviez nous en dire un mot, peut-être Christophe et Aïcha, comme vous voulez, je vous laisse. Je suis Christophe Pouyanne, je suis paysan dans le Tarn, où je fais des blés, notamment la blédette des Puy-Laurent, farine, etc. Alors moi, je suis arrivé au réseau, je me suis présenté comme administrateur au réseau, à l'AG, où il y en avait la moitié qui partait en disant « le réseau est mort, c'est fini, je m'en mets ». Bon, c'était à Colmar, où je ne sais plus comment il s'appelait, là, de Bretagne, qui était parti en criant « le réseau est mort, c'est fini, c'est terminé ». Moi, j'arrivais là très enthousiaste, parce que j'étais assez... J'étais déjà un peu impliqué dans les semences paysannes avec Pétaniel. J'arrivais en disant « chouette, je vais au réseau semences paysannes, c'est formidable, c'est
d'organisation extraordinaire, et je suis arrivé en plein mélodrame. Donc je dois dire que j'étais pas très rassuré en disant, mais dans quoi t'es venu te fourrer? Ça va être atroce. Et en fait, finalement, comment dire, j'ai l'impression d'avoir un peu... je suis arrivé au moment où on grattait le fond et il a fallu remonter. Du coup, c'était assez intéressant. Je suis arrivé direct quand on a commencé à se poser la question sur cette notion de commun qui était, et qui le reste encore pour beaucoup de gens, qui était en fait un peu flou. C'est quoi le commun? Juridiquement, c'est une savonnette, on n'arrive pas à le saisir. Et en fait, on a beaucoup travaillé pendant toutes ces années sur cette notion de commun pour arriver, moi je dirais dire, à la conclusion que, au-delà de la définition des communs, qui est une ressource qui n'appartient à personne, que nous gérons collectivement et on se donne des règles d'usage, qu'en fait les communs, la gestion des semences paysannes en tant que commun, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire c'est une gestion entre praticiens, que ce soit paysans, cuisiniers, jardiniers, et qui est justement en dehors de toute tentative de reconnaissance par ou des logos ou des cahiers de reconnaissance. Simplement, on établit collectivement des règles d'usage et collectivement, on essaye de les suivre en bonne entente et en réseau anti-sandélien, comme tu disais tout à l'heure, Jean-François. Donc, en fait, les communs, c'est ce qu'on vit au réseau. Le réseau est une organisation de communs. Et je trouvais ça très intéressant d'aller sur cette voie, sachant que les communs, ce n'est pas un but qu'on cherche à atteindre, c'est le chemin qu'on est en train de prendre, c'est tout. C'est déjà ce qu'on fait, et simplement, ce qu'on a besoin de faire, c'est de renforcer le lien social, de renforcer les relations humaines entre les gens qui sont au contact des semences paysannes. Et ça, ce groupe-là qui se crée, c'est ça notre force. Et donc, je suis arrivé avec cette notion sur les communs, mais je suis arrivé aussi en même temps qu'il y avait une remise en question sur la gouvernance du réseau et sur une remise à plat justement de comment le réseau fonctionnait et on a un peu bifurqué sur une volonté de gouvernance partagée, d'horizontalité, des choses comme ça. Et on a fait un travail pendant 2 ans avec Autrement dit, et pour moi ça a été vraiment très enrichissant. Tout ce qu'on a remis à plat sur la façon dont on se parlait, sur la façon dont on prend les décisions collectivement, sur par exemple les élections sans candidat, tout un tas de techniques comme ça d'animation qui ont fait que ça a provoqué une mise à plat des relations à l'intérieur du CA, qui fait que, bon, il y a aussi des personnalités qui sont parties, qui étaient peut-être plus fortes. Je vais pas donner de noms, puisqu'ils ont déjà été cités plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y avait quelques historiques avec des idées bien arrêtées sur ce que devait être le réseau, qui un peu, en fait, quelque part, bloquaient un peu une possible évolution vers autre chose. Voilà. Et donc ça aussi, moi, ça m'a beaucoup apporté, et je pense qu'au réseau, ça a apaisé beaucoup déjà les relations dans le CA, donc on a pu travailler de façon beaucoup plus efficace, en tout cas, peut-être moins flamboyante, puisqu'il faut savoir quand même qu'en 2017, on était loin de 2003, et du coup, on est dans une autre phase du réseau. On commençait un peu, j'allais dire, à atteindre, on était un peu en haut de la phase où on découvrait les semences paysannes, où il y avait plein de gens qui ne le connaissaient pas, voilà. On arrivait dans une phase un peu plus de maturation. On était sorti de ce débat de faire une marque, et là, je veux dire, c'était partagé par tout le monde, mais c'est ahurissant de vouloir faire une marque commerciale. C'est beaucoup trop compliqué pour des semences paysannes. Comment on va arriver à identifier des milliers de semences différentes dans les champs? Ça va être impossible. Donc effectivement, tout de suite, on s'est dit, c'est pas la solution. Et de réfléchir sur cette notion de commun, ça n'est pas antinomique avec une démarche économique, ça n'est pas antinomique avec j'allais dire, quelque chose de réaliste ou au niveau économique sur la vie des paysans ou des gens qui vivent de la culture des semences paysannes, mais ça permet justement de donner au réseau, le fait d'être un réseau, ça lui donne une existence primordiale, je pense. Voilà. Bon, déjà, c'est pas mal. Hein. Si j'ai d'autres choses qui me viennent.
moi je suis arrivée l'année dernière au mois de mai au réseau Semences Paysannes. Je remplaçais Émilie, qui avait donc pas mal suivi cette question sur les marques. Je pense que c'est mon premier jour au réseau où j'ai fait une réunion sur le cahier des charges avec BioBref, mais c'était quand même pas complètement fini. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé le premier jour. Ouais. Donc depuis, on n'a pas refait, mais donc c'était la fin de cette histoire. Si on est sur les souvenirs, c'est un peu le seul que j'ai, du coup. Et non, on n'a pas de nouveau projet de marque. Patrick, tu peux rester. Du coup, on est plutôt sur l'idée de creuser les questionnements sur les communs, mais qui du coup sont nés dans ce contexte-là aussi d'interrogation. Donc c'est aussi une façon d'éclairer l'appréhension que le réseau a eu des communs. Donc maintenant, on essaye de s'émanciper de ce contexte un peu d'être tendu autour de la construction de la notion et de la façon dont on a voulu s'en emparer. Mais bon, du coup, sur les souvenirs, j'ai pas grand-chose. Moi, ça fait 15 ans que je fais. J'ai un peu récupéré aussi le bébé après la naissance, donc pour les histoires de marque. Et en fait, le travail qu'on avait fait avec Émilie, parce qu'on avait contacté BioLore-Océan, on a parlé avec Colcos, on a eu beaucoup de discussions avec eux. En fait, d'abord, quand on est arrivé, comme tu dis, ça a fait flop, voire même avec BioLore-Océan, il y a 2 ans, ils nous avaient dit « Oh, vous savez, les semences paysannes, ça ne nous intéresse plus trop de communiquer là-dessus. » Bon, très bien. Mais en fait, juste la solution qu'on avait trouvée, on avait dit, écoutez, n'utilisez plus semences paysannes, utilisez variété population, trouvez d'autres termes, on ne vous embêtera plus, vous faites ce que vous voulez, simplement vous n'utilisez plus semences paysannes. Bon, c'était une façon un peu de dire, on vous renvoie aussi à vos responsabilités. Si vous utilisez semences paysannes, on vous fera la réflexion, on ne vous fera pas de procès, parce que voilà, on ne va pas se lancer dans des... Mais enfin, si vous voulez qu'on refasse, puisqu'il y avait quand même une demande de Colcos, qui voulait se rabibocher, qui aimerait bien revenir, oui. Voilà. Donc on avait dit, écoutez, à ce moment-là, dans votre circuit commercial, trouvez d'autres dénominations que variété paysanne. En fait, Colcos, c'est un assemblage de la diversité agricole. Il se trouvait que dans les plus dynamiques et les plus brillants sélectionneurs, c'était René Léa, qui est de la zone légumière. Et la zone légumière, c'est comme la Beauce en plein milieu d'Île-de-France. C'est des légumes à perte de vue, et vendre en marché à MAP, c'est pas imaginable. Et donc, lui, son marché, ça a toujours été la grande distribution par nécessité, puisque cette zone, elle a été rendue industrielle au début du siècle. Mais en fait, ils sont complètement minoritaires, les légumiers dans Colcos. Colcos, c'est surtout des maraîchers très diversifiés et des jardiniers. Donc Colcos, en fait, ils ont la négligence de faire le chèque pour le revenir au RSP, mais là, je vais les tanner au prochain CA, parce qu'il n'y a aucune raison que Colcos ne soit pas là, puisqu'ils sont vraiment à l'image du réseau. Mais ils sont très diversifiés, et tout le monde se tolérait. C'est-à-dire que René Léa et ses histoires de Carrefour, nous, on faisait, disons, les autres faisaient leur maraîchage, leur jardinage à côté, et ça les dérangeait pas trop, quoi. Voilà. Je voudrais revenir sur 2017, où en fait, comment expliquer ça ? Christophe l'a abordé un peu dans son témoignage, c'est-à-dire qu'il y a aussi, en 2017, c'est une crise à la fois parce que Carrefour nous est tombé dessus, donc ça a fait un gros conflit dans le réseau, et donc ça a conduit à un changement d'orientation plus global que ça, parce que c'était aussi une époque où on remettait en cause, c'était l'époque des Gilets jaunes, quand même, et on remettait en cause un peu les gouvernances, enfin, j'aime pas le mot gouvernance, mais les manières de s'organiser pyramidales, et on en subissait à l'époque, en tout cas, beaucoup de gens, d'administrateurs et de salariés en ont subi directement les conséquences, et donc à cette époque-là, on voulait aussi fonctionner autrement. Et du coup, il y avait cette envie de fonctionner de manière plus horizontale, sachant qu'on voyait très bien que le modèle hiérarchique des années 68 se cassait la gueule complètement, et l'exemple Carrefour en était un exemple. Parce que c'était finalement des vieux de la vieille, voilà, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils étaient dans un mode de fonctionnement qui prenaient les décisions toutes seules, voilà, il n'y avait pas forcément de concertation avec leurs membres. Du coup, on se retrouve avec une alliance contre nature, conf Carrefour, dans une grande campagne de com, et ça fait bizarre. Et donc voilà, pour revenir ces deux choses, en fait, Carrefour et puis cette remise en question de la gouvernance étaient liées. Voilà, je voudrais qu'on en reparle un peu plus, et te laisser la parole, Estelle, sur comment toi tu as vécu, parce que tu es arrivé à ce moment-là au réseau aussi.
Du coup, Estelle, une des fondatrices de la Maison des semences paysannes des Hautes-Alpes, Graines des Montagnes et artisane semencière en pause. Moi, je suis arrivée au réseau en 2016, en pleine affaire Carrefour, Marc, un petit peu comme Christophe, un peu le même truc. Waouh, super le réseau semences paysannes, et ok. Donc on a un peu vécu ça parce que les relations étaient assez simples quand même avec les salariés, avec d'autres administrateurs. Et donc il y a eu cette décision-là. Moi j'étais vaguement là, enfin je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui peuvent aussi en parler. Si elles souhaitent, elles peuvent venir. Mais du coup, ça a été cet accompagnement-là du cabinet Autrement dit. Donc, il y a toute l'équipe salariée qui a fait un gros travail avec eux sur comment la coordination partagée, parce qu'il y avait cette volonté-là de plus avoir d'un directeur, enfin un coordinateur. Et après, au sein du conseil d'administration, ça a été aussi comment on communique ensemble, quels outils on met en place pour prendre des décisions. Je me rappelle que c'était toujours problématique les comptes rendus de CA parce qu'il y avait des discussions éternelles et en fait comment synthétiser ça dans un compte rendu qui est envoyé aux membres. Donc là, ils nous ont apporté des outils pour pouvoir communiquer avec les membres aussi. Donc comment on prend une décision, l'acceptabilité. Après, ensuite, je crois que c'est en 2018, on a expérimenté les élections sans candidat au sein du CA du RSP pour les membres du bureau. Et c'est un petit peu tous ces outils-là. Donc ces outils-là, ils sont amenés par les salariés. En fait, c'est les salariés qui ont pris en main aussi cette horizontalité. Moi, j'aime bien le terme aussi gouvernance partagée, parce que, comme l'a dit Florent à l'AG l'année dernière, bon, l'horizontalité, on a un peu l'impression d'être couché, mais on est quand même assez vivant. Mais du coup, c'est quand même beaucoup les salariés qui nous amènent à pratiquer ces outils dans les CA et d'année en année. Donc du coup, on est là en 2023 où on a un conseil d'administration qui a été renouvelé encore. Donc la formation, d'autrement dit, c'est assez éloigné, mais les salariés et puis les quelques anciens administrateurs qui le sont encore tiennent encore avec ces outils et on les vit. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de m'impliquer au réseau, en fait, parce que si ça avait été en 2010 ou en 2015... on n'avait pas notre place en fait parce que c'était la plus grande gueule celui qui avait le plus une espèce de pouvoir hiérarchique assez voilà. Donc du coup maintenant je trouve que c'est quand même assez chouette. On a un CA en 2023 qui est très diversifié, qui s'est féminisé et qui s'est rajeuni aussi. Donc c'est quand même pas rien. Et donc je pense que pour un réseau semences paysannes de 20 ans, bon voilà, c'est plus jeune, c'est différent, c'est voilà, après voilà, ça avance. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent parler aussi dans les salariés. Je pense que c'est intéressant des nouvelles salariées qu'elles parlent aussi de coordination partagée parce que c'est aussi un gros travail. Et je pense aussi les salariés qu'elles peuvent témoigner aussi de leur coordination partagée. Je voulais rajouter aussi. Dans le fait de cette horizontalité, il y a eu tout le chantier de révision des statuts qui a été pour moi un bon tournant dans le réseau. En tout cas, de remettre à niveau l'équité et l'équilibre entre chaque membre, quoi. Et du coup, le statut de membre fondateur qui faisait un peu la pluie et le beau temps au sein du réseau, n'ont pas été réélus une fois que chaque organisation, une voix, une organisation, n'a pas été réélue au CA. Ça a été un gros tournant quand même dans le réseau. Ouais. Oui, j'apporterais juste un témoignage, c'est que tout ce que j'entends là, en fait, a mis quand même quelques années à pouvoir se mettre en place. En fait, moi, j'ai été élue en 2009 sans être candidate, présidente du réseau, par tirage au sort. C'était en 2009. Et à ce moment-là, c'était quand même très, très violent en tant que femme de s'exprimer au sein du CA. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, j'en suis partie quelques années. Voilà, donc je trouve ça génial que quelques années plus tard, on se retrouve avec tout ce qu'on a essayé de porter contre vent et marée, qui soit devenu la règle. Quoi. C'est super. Caroline, je suis arrivée en même temps. Je suis arrivée parce que le mouvement de l'agriculture biodynamique cherchait un binôme à Patrick.
Et je suis arrivée le dernier CA où Guy était là. Alors j'avais été très très honorée que le mouvement me demande parce que je ne pensais qu'à des semences. J'étais l'ayatollah des semences pour le MABD. Quand je suis arrivée à ce CA, j'avais une grande chance, c'est d'être juste à côté de Jean-François. J'étais assise à côté de Jean-François. Donc j'ai été accueillie par Jean-François et j'étais sidérée par l'énergie et la non-possibilité de s'exprimer. En plus, les nouveaux, on n'avait pas le droit de parler pendant 1 an. On nous avait dit ça. Et donc, c'était il y a quoi, 8 ans ? Je ne sais plus. Alors, ça a pris quelques années, mais Dieu sait à quel point ça a changé et tous les gens sont égaux en expression de sa propre opinion. Et ça, c'est très, très grand. Merci, Caro. Je me disais, là, par rapport à cet événement et puis ses suites, ce que je vois en tant que personne un peu extérieure au réseau, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions pour tout ce qui se passe dans la communication en interne, mais quelle a été votre position dans la communication vers l'extérieur suite à cet événement avec Carrefour et tout ça? Quelles options, vous êtes parti sur quelles options? En fait, Carrefour, ça a été... de mémoire, parce que moi j'étais en poste à ce moment-là aussi, donc c'était quand même plusieurs millions d'euros de campagne de com, donc c'est un truc complètement bestial avec des influenceurs, des articles de journaux qui sortent tous au même moment pendant une semaine dans les principaux médias nationaux, campagne de publicitaire dans le métro, enfin voilà quoi, on était assommés, et on tapait semences paysannes sur Google, on arrivait direct sur Carrefour. Ouais, du coup c'était un hold-up sur l'image en fait du réseau, donc ça a offusqué tout le monde, et ça s'est doublé d'un conflit interne puisqu'il y avait certains membres qui étaient pour cette alliance-là. Voilà, donc on a eu plein de textes politiques internes assez imbitables pour les gens d'extérieur, mais on a fait quand même un communiqué de presse assez clair que j'ai là, quoi, j'ai amené au cas où. Qui dénonçait un peu cette alliance-là, et du coup, c'est vrai que ça a précipité un conflit qui était latent, et qui touchait finalement pas que l'histoire de la marque, mais qui touche aussi la gouvernance et certaines options politiques. Donc maintenant, je pense qu'après, les militants actifs de maintenant, c'est pas mon cas, sont peut-être à même de donner l'actualité de ce qui se passe, mais je pense que c'est encore en reconstruction, quoi. Voilà, le fait que la Confédération paysanne soit présente aujourd'hui, c'est un bon signe aussi. D'apaisement des choses, mais il reste des choses à régler encore, parce que ce Carrefour, ça fait beaucoup de mal. Ouais. Même si je suis plus administrateur depuis quelques mois, je dirais que la politique de communication du réseau, ça a été, on va pas communiquer directement vers le grand public. Par contre, on va élaborer des outils de communication qu'on va diffuser dans les réseaux, dans tous les collectifs, et c'est les collectifs qui vont, qui sont au contact du public, qui vont pouvoir faire passer un message, une info sur... il y a beaucoup de publications du RSP sur l'actualité juridique, sur des choses comme ça. Mais on a dit assez vite, c'est pas la peine qu'on essaye de faire de la communication grand public avec des campagnes publicitaires. D'abord, on n'en a pas envie, ni les moyens, c'est pas efficace. Donc la politique, c'est ça. On diffuse dans le réseau, et c'est tous les collectifs, il y en a plus d'une centaine au RSP, c'est tous les collectifs qui, eux, sont en contact avec le public, qui vont diffuser de l'information. Oui, ce que je peux dire, une chose qui a été un peu importante aussi il y a quelques années, c'est on a plus ou moins acté l'abandon de ce que je dirais du plaidoyer. C'est-à-dire qu'assez vite, on s'est aperçu que il fallait être à beaucoup d'endroits au même moment, avec des gens qui connaissent plein de trucs sur les OGM, tout ça, dans des commissions où on ne nous écoute pas, où on est archi-minoritaire. Assez vite, on s'est dit, notre énergie, si on la dépense là-dedans, ça ne va pas être productif. Donc, on a dit, on ne fait plus de plaidoyer, c'est-à-dire on ne va plus directement au contact avec les politiques. On peut participer à des campagnes, notamment avec la Conf, notamment au niveau européen, notamment avec Libérons la biodiversité. Mais sinon, ça demande d'abord une expertise qu'on n'a pas forcément. Mais moi, je suis paysan, je ne vais pas aller dans une commission au GES au GNIS pour défendre. Bon, oui. Donc, on a dit que ça, on l'abandonnait et qu'on allait se mettre en collaboration avec d'autres organismes qui, eux, faisaient du plaidoyer. Ça ne veut pas dire qu'on est inactif, attention. Ça ne veut pas dire qu'on ferme notre gueule.
Mais justement, pour moi, l'abandon du plaidoyer, si mes souvenirs sont bons, c'était cette fameuse AG aussi fin 2017, ma première AG, où c'était justement, ça a été aussi, on a discuté cette question du plaidoyer et on a dit qu'on abonnait le plaidoyer actif et qu'on misait sur la sur la montée en compétences collective de l'ensemble des membres. Et c'est vraiment sur ça qu'on a essayé d'axer ces dernières années au sein du réseau, avec vraiment un travail sur, de par la gouvernance partagée aussi, mais un vrai travail sur l'information des membres, la formation, la création d'outils pédagogiques, la création pour leur donner les outils pour qu'eux-mêmes puissent construire leur propre plaidoyer, en faisant aussi le pari que, en fait, en faisant aussi le constat qu'en fait, on est tous divers et que on peut passer des heures à s'écharper sur un mot et du coup, c'est pas forcément hyper productif et qu'il vaut mieux que chacun porte son propre plaidoyer en y mettant sa propre patte avec aussi ses propres problématiques et que mieux vaut 50 personnes qui parlent de la chose qu'une seule. Sur le plaidoyer, toi, tu as un retour d'expérience intéressant, Patrick, je crois. Voilà, c'est le Haut Conseil aux biotechnologies. Attention, accrochez-vous. Ouais, je suis spécialisé dans les sujets merdiques, vous avez remarqué. Pourquoi c'est tombé sur moi. Mais du coup, je voulais réagir tout de suite par rapport à ce qui vient d'être dit sur le plaidoyer, parce que je pense qu'il y a une confusion, en tout cas on a fait une confusion, on s'est fait enfumer pendant pas mal de temps, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'un plaidoyer ? À la base, si je regarde le Larousse, je pense que ça veut dire que c'est un discours qu'on construit ensemble. Un discours pour défendre une cause. Ce n'est pas une négociation avec les acteurs dans les cabinets différents. Ça, c'est un travail plutôt syndical. Et en fait, on a toujours été entre un mix là-dedans par le fait que Guy était donc à la fois délégué général, enfin il a été d'abord président, puis délégué général, déjà ça s'interroge, et deuxièmement, donc délégué général du réseau salarié, et en même temps le représentant de la conf sur les questions, le représentant politique de la conf sur les questions de semences et OGM, et le négociateur dans toutes ces différentes instances au niveau national, européen et international. Donc ça pose un vrai problème puisque on a confondu, on a toujours dit non, le plaidoyer c'est pas pour vous, vous faites de la veille juridique pour informer tout le monde, mais on n'a jamais vraiment fait du plaidoyer. Donc en fait on n'a pas vraiment eu besoin de l'abandonner et je pense qu'on n'aurait jamais dû l'abandonner. Je dis ça aujourd'hui, je disais peut-être pas ça à ce moment-là, mais dans le sens parce que je pensais que vous voyez le plaidoyer comme ça, je pense qu'au contraire on devrait essayer de continuer à travailler à un discours commun et que ça faciliterait justement tout le reste. La com au niveau local, etc. Donc je pense que c'est un véritable problème qui a été entretenu par un conflit d'intérêts originel. Pour parler du Haut Conseil des biotechnologies, c'est juste un exemple en fait, et un exemple vécu, puisque moi le Haut Conseil des biotechnologies, il a été créé en 2009 suite au Grenelle de l'environnement qui s'est tenu en 2007. Où la société civile avait été invitée dans différents trucs, et notamment un atelier surnuméraire qui avait été l'atelier OGM, et où il y avait donc tous les gens qui luttaient contre les OGM, donc les ONG classiques, FNE, Greenpeace, les Amis de la Terre, les apiculteurs, la Conf, le réseau n'y était pas à l'époque. Et donc moi j'y étais envoyé par les Amis de la Terre, non, j'étais au Grenelle de l'environnement pour la FNAB, et c'était, je pense, Bénédicte qui était pour les Amis de la Terre et Guy était pour la Conf. Et finalement, après, on a été, le Haut Conseil a été constitué, et donc on a été mis autour de la table dans un truc qui a été complètement arbitraire par décret, où on était en fait 6 organisations qui étaient grosso modo anti-OGM pour faire court, face à un ventre mou qui ignore le sujet, et en face l'industrie représentée par différents lobbies, les COP de France, l'association des sélectionneurs, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, le GNIS. Et donc, pendant 5 ans, de 2009 à 2014, on a eu l'impression qu'on était là et qu'en fait, on faisait quelque chose d'utile parce que on a l'impression qu'on donnait tous nos arguments, ils étaient entendus, ils étaient gravés dans le marbre. On a réussi à avoir un avis négatif globalement du Comité économique, éthique et social sur le Mont 810, qui n'a jamais été que le seul truc officiellement demandé à l'autorisation, qui a été du coup interdit en France. Et donc on s'est dit, c'est bien, on fait quelque chose d'utile et on participe à un truc où la société civile a son mot à dire. On fait du plaidoyer et en fait on fait aussi une sorte de négociation.
Deuxième mandature, ça a duré 5 ans, il y a eu un peu de perturbation au milieu. La deuxième mandature repart, je pense, fin 2015 ou 2016, de début 2016. Et là, du coup, ils renomment un peu, ils élargissent un peu le truc, ils rajoutent le réseau dedans, donc il n'y a plus 6 mais 7 organisations. Et le réseau, du coup, moi j'y vais plus pour les Amis de la Terre, j'y vais pour le réseau Semences Paysannes. Ça aussi, ça interroge, parce qu'un salarié doit aller représenter une association comme ça, dans une instance comme ça. Toujours est-il que j'ai accepté, j'y étais. Et il devait se nommer un vice-président de ce comité économique, éthique et social. A priori, ça correspondait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit en 2016, au départ de Guy en retraite. Je me suis dit, il a plus de temps, il va pouvoir être le vice-président. Il n'a pas voulu, il a dit place aux jeunes, etc. Il a insisté pour que ce soit moi qui y aille. Erreur, j'ai accepté, j'y étais, mais du coup, et là, j'ai bien vu comment ça se passait. Donc j'étais invité dans les réunions de bureau, j'arrivais à la réunion de bureau, en fait, ils sortaient tous les autres. Il y avait donc le gars de l'Imagrin, le gars les scientifiques, tous la main dans la main, et ils avaient déjà une réunion avant la réunion de bureau où j'arrivais comme une fleur, était déjà joué, quoi. Donc rien à dire là-dedans, aucune place. Ils ont complètement changé le mode de fonctionnement des trucs, donc ils ont multiplié le nombre de commissions, de trucs, où on était noyé par le boulot, les dossiers qui arrivaient par des CD de je sais pas combien de gigas d'articles scientifiques soporifiques à souhait. Et puis, en fait, on n'avait plus notre mot à dire, et en fait, les avis qui sortaient étaient complètement... nous, on était complètement nettoyés du truc. Donc, tout ça pour dire que, en fait, quand moi, j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, moi, personnellement, j'arrête, je ne veux plus y aller personnellement. J'en ai parlé au réseau en disant que je pensais que le réseau devrait aussi sortir. J'en ai parlé aux 6 autres organisations, donc FNAB, UNAF, CONF, Greenpeace, FNE, etc., Amis de la Terre. Et en fait, on fait une réunion, tout le monde est d'accord à cette réunion pour dire qu'on est manipulé, en fait, et on vient finalement, qu'est-ce qu'on fait? On vient donner tous nos arguments, tous nos éléments pour qu'eux fassent une meilleure organisation de l'acceptabilité sociale de ces saloperies. Donc, du coup, en fait, on est allé collaborer, on a pris conscience de ça, on s'est dit, on sort, et on s'est dit, quand est-ce qu'on sort? Toujours le même mois fatidique, janvier 2016. Il y a un scientifique, le seul avec qui on pouvait parler à peu près, et qui n'était pas anti-OGM, mais qui n'était pas non plus un pro-OGM, et qui était essayé d'être le plus objectif possible. Il s'appelle Yves Berthaud, qui donne un avis qui pondère celui du comité scientifique. Il est censuré. On s'est dit, c'est l'occasion, allez hop, on démissionne sur ce truc-là. On démissionne, sauf que, en fait, le jour où on démissionne, on fait une réunion téléphonique qui s'est extrêmement mal passée, où Guy a dit, on ne peut pas démissionner, il faut rester. Nous, à la conf, on est habitués, on est minoritaire partout, mais il faut qu'on y reste, etc., etc. Donc ça, c'est pas fait, donc, parce que tous les autres étaient convaincus. On est quand même sortis, même la conf est sortie, mais ça a créé aussi un schisme de base fondamental pendant un bon moment, peut-être qui dure encore, puisque, disons-le, aujourd'hui, demain, il y a un événement qui est organisé en même temps que les 20 ans du réseau, par Guy, à Poitiers, avec une alerte maximale. Mais voilà, donc tout ça pour dire que, à la limite, les problèmes de personnes sont complètement anecdotiques, mais c'est important pour nous d'arriver à essayer d'accepter, en fait, le fait qu'on est complètement dans un déséquilibre quand on va négocier avec ceux qui font les lois, c'est-à-dire l'industrie avec l'État, la main dans la main, et qu'on n'a pas les moyens, en tout cas nous au réseau, je ne pense pas que les syndicats avec la conf aient les moyens non plus de le faire, c'est mon avis, et je le partage. Et donc je pense qu'il y a un déséquilibre et une illusion, en fait, qui est entretenue dans le fait que toute cette énergie qui est dépensée dans ces trucs-là, en fait, ça nous annihile. Et je pense que la présence de toutes ces ONG, de toutes ces associations qui étaient viscéralement anti-OGM et qui ils sont battus beaucoup contre les OGM, la présence au HCB a aussi cassé les pattes d'une contestation populaire par les faucheurs qui a été carrément, disons, mise sur le côté. Et c'est dommage parce que c'était la véritable contestation, elle était là. Le reste, c'est du spectacle de la contestation qui était organisé. Et voilà, on arrive à la fin de cette table ronde qui a eu lieu pendant l'événement des 20 ans du réseau Semences Paysannes. Dans ce dernier épisode, on a donc écouté le bilan de 2 périodes récentes de la vie du réseau, qui ont été l'expérimentation autour de la marque pour les produits issus de semences paysannes et la réorientation stratégique et le changement de gouvernance du réseau. On espère que ça vous a plu.
Merci d'avoir écouté cet épisode, et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du réseau Semences Paysannes ou sur sa page Facebook. À bientôt sur Brève de Semences.